Eh bien écoutez, bonjour à tous, je propose qu'on commence. Donc je vous remercie vraiment d'être tous présents pour ce nouveau webinaire Vocus. Donc je suis Cindy Bétan, je m'occupe de la communication pour Vocus, pour la France. Et aujourd'hui, nous avons décidé de faire un webinaire sur la communication d'influence. Donc je vais commencer par les détails techniques. Donc vous allez pouvoir poser vos questions tout au long du webinaire via la fenêtre de questions que vous avez déjà bien commencé à utiliser. Donc tout au long du webinaire, moi je vais regarder ces questions et je vais essayer de les poser en direct à notre speaker du jour. Je vous rappelle également qu'on a un hashtag si jamais vous voulez tweeter, donc qui est #WVRP, ce qui veut simplement dire Webinaire Vocus Relations Presse. Et comme je vous l'ai dit, nous allons donc nous intéresser aujourd'hui à la communication d'influence, comment construire un marketing de contenu et comment arriver donc à partager ces contenus sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est 2.0 et profiter justement de tous les sites collaboratifs. Mais avant de commencer par ça, je voulais simplement vous présenter donc Vocus. Vocus, donc c'est un logiciel fait pour les relations presse. C'est une plateforme logicielle parfaitement intégrée qui donc intègre une base de données journalistes, une base constituée de plus de 60 000 contacts journalistes, influenceurs, blogueurs, une base qui est mise à jour par nos équipes au quotidien, qui va vous permettre de cibler vos journalistes et influenceurs, qui intègre également un module de diffusion pour envoyer vos communiqués de presse par email directement aux journalistes que vous aurez préalablement choisis. Et enfin, un module de veille média qui va vous permettre d'une part de surveiller tout ce qui se passe sur la toile, donc que ce soit évidemment sur le web, la presse en ligne, mais aussi sur les forums, les blogs, les réseaux sociaux, qui va vraiment vous permettre de savoir qui parle des sujets qui vous intéressent, qui parle de votre marché, de vos concurrents, qui sont vos influenceurs, tout un système de mots-clés qui va vraiment vous permettre de savoir ce qui se passe sur la toile, sur les sujets qui vous intéressent, et par la même occasion qui va du coup vous permettre de pouvoir mesurer l'efficacité de vos campagnes de relations presse sur le web. Alors aujourd'hui, on vous propose ce webinaire pour une raison simple, c'est que chez Vocus, on encourage les personnes habituées à faire des relations presse à passer à ce que nous appelons les relations médias. Et les relations médias, qu'est-ce que c'est? C'est l'art d'arriver à combiner les relations presse traditionnelles que vous voyez sur la gauche de ce schéma, donc passer vos communiqués de presse à des journalistes pour espérer un article et donc être présent sur la presse en ligne et la presse traditionnelle. Effectivement, les relations presse traditionnelles, c'est quelque chose qui marche toujours aussi bien. Le communiqué de presse est un outil qui est toujours très apprécié des journalistes, qui est d'ailleurs toujours le numéro 1 des contenus que les journalistes préfèrent. Donc, l'idée de ce webinaire n'est pas de vous dire que les relations presse traditionnelles sont dépassées, absolument pas, bien au contraire. C'est d'ailleurs le cœur de métier de Vocus. Non, l'idée de ce webinaire, c'est de vous dire que, en plus de ces relations presse, on vous propose de faire également en parallèle ce que l'on appelle, nous, DRP 2.0, c'est-à-dire de diffuser également votre actualité sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les blogs, parce que ça va vous permettre de donner du poids à vos relations presse traditionnelles, puisque par ce biais-là, vous allez pouvoir atteindre des internautes actifs, des gens qui ont beaucoup de followers, des gens qui sont intéressants s'ils relaient votre information, des influenceurs, ces fameux nouveaux influenceurs, blogueurs, Twitter, qui peuvent être parfois très crédibles et qui sont intéressants s'ils arrivent à relayer votre information. Donc, c'est des gens qu'il va falloir trouver sur la toile parce qu'ils peuvent vraiment faire beaucoup de bien à votre notoriété, mais également qui va vous permettre, oui, aussi, de communiquer auprès des journalistes parce que les journalistes sont également sur les réseaux sociaux
Et ça va vous permettre, si jamais votre communiqué de presse la première fois n'était pas forcément arrivé jusque l'oreille du journaliste, eh bien, va vous permettre de passer par là pour, sous forme de débat, sous forme de vidéos, sur ce que vous aurez mis sur les réseaux sociaux, qui va vous permettre d'être peut-être vu par des journalistes et qui pourra vous ramener peut-être à un article de presse plus traditionnel. Donc pour nous, les RP 2.0, c'est quelque chose de parfaitement complémentaire au RP et qu'il s'agit de ne pas sous-estimer parce que ça va vraiment permettre de faire prendre, je dirais, de vous faire prendre beaucoup plus de poids à vos relations presse et c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir vous aider. Et partant de ce constat, la question a été mais comment faire des RP 2.0 et surtout comment construire une communication d'influence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes ravis d'accueillir donc Frédéric Bascugnana, donc qui est avec nous aujourd'hui, à qui je vais d'ailleurs donner le micro. Frédéric, vous nous entendez? Oui, j'ai une voix automatique, le son est activé, vous m'entendez? Très bien, on vous entend. Donc merci d'être ici. Donc je vais essayer de vous décrire brièvement. Donc Frédéric Bascugnana, c'est donc un serial entrepreneur. Hein. C'est quelqu'un qui depuis les années 80 agit sur le web et sur tout ce qui est marketing de contenu et qui va pouvoir nous donner les meilleures méthodes d'engagement sur le web. Donc Frédéric, vous êtes aussi blogueur, animateur de Web TV et vous avez été le fondateur de Monster en France. Donc vous pourrez nous raconter tout ça. Et je vais vous laisser parler maintenant. Donc comment construire une communication d'influence. Je vais couper mon micro parce que le son est bien moins bon depuis que je l'ai repris. Voilà, et mais je vous laisse la parole Frédéric, à vous. Merci beaucoup. Alors, j'ai brusquement pris 15 ou 20 ans, parce que je n'ai pas commencé dans les années 80, hein, mais à la fin des années 90. Oh, pardon. Mais non, c'est pas mal, ça me donne une certaine épaisseur. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Je voulais juste m'assurer que techniquement, ça se passait bien. Alors, pour l'instant, non. Alors, montrer. Ah oui, voilà, ok. Donc, je pense que là, maintenant, c'est bon. Absolument. Voilà. Alors, oui, donc pour que certains puissent me situer, alors je ne suis pas exactement un blogueur, bien que je sois tout à fait flatté d'être considéré comme tel. Je suis éditeur depuis 5 ans d'une plateforme collaborative dont l'objet est d'aider les professionnels à développer leur influence, selon évidemment des axes qui sont ceux de la doctrine que nous défendons, qui est notamment basée sur la promotion du contenu et l'interaction avec son écosystème. Alors, vous noterez que la présentation n'a pas été titrée apprenez à développer votre influence, ou comment développer son influence, etc. Parce que c'était d'une part extrêmement prétentieux, d'autre part, je vous exhorte à vraiment vous méfier très fortement de quiconque vous présenterait la chose sous la forme d'une recette. Non seulement il n'y a pas de recette, mais si vous voulez, le cœur du problème est là. La thématique de l'influence sur Internet est souvent mélangée avec des tactiques, des méthodes qui souvent créent une sorte de décorrélation avec la réalité du terrain et avec la réalité même de l'ADN de sa propre entreprise. Alors je m'explique. L'évolution du monde hyper connecté dans lequel nous nous trouvons implique notamment que les dirigeants des entreprises soient souvent, quant à eux, très paradoxalement, déconnectés de ce monde. C'est-à-dire que nous sommes là en train de vivre une grande transition entre un monde dans lequel les flux d'informations étaient descendants et un monde dans lequel, on avait peut-être déjà entendu parler, l'information est bottom-up, elle part d'en bas, elle est souvent émise par les collaborateurs eux-mêmes d'une entreprise qui, souvent, par devers eux-mêmes, se révèlent être des ambassadeurs, donc heureusement ou malheureusement, suivant le cas, de la marque qui les emploie. Pour vous donner un exemple plutôt positif, saviez-vous que Jeff Immelt, qui est le CEO de General Electric,
eh bien, lisait lui-même le blog d'un de ses employés. Cet employé est un ingénieur spécialisé dans la recherche chez General Electric, et il est devenu si populaire que le CIO a pris conscience et l'a reconnu publiquement de manière amusante qu'il avait besoin de lire ce blog. Et cette, voyez, cette visibilité, cet impact qui part d'en bas, de la base, c'est quelque chose que les directions générales, alors notamment en France, sont à peine en train d'apprendre et de découvrir. Parce que, pour le moment, si des gens comme moi tentent de vous confronter à cette réalité, intellectuellement, vous comprenez. Quand, néanmoins, un jour, vous ouvrez votre ordinateur et que vous apercevez qu'un de vos collaborateurs a posté une question bien formulée ou mis en ligne un article qui se révèle avoir une certaine puissance dans le réseau, là, vous commencez à prendre conscience de tous les détails que ça implique au quotidien et des leviers qu'il va falloir mettre en œuvre pour assumer la suite. Et c'est effectivement plutôt compliqué. Toujours aussi pour démarrer sur cette réflexion un petit peu générale sur les réalités de l'influence aujourd'hui, j'attirais votre attention sur le fait que comment dirais-je, les modèles de communication ont changé aussi parce que ce à quoi nous sommes confrontés, c'est aux contraintes du temps réel. Donc l'information est volatile. On nous parle de droit à l'oubli, mais c'est évidemment comment dire, assez décorrélé d'une réalité qui est que, regardez, pensez-y pour vous-même, quand vous consommez des contenus sur un fil Twitter ou un fil Facebook, etc., il est quand même rare que vous fassiez sciemment une recherche consistant à regarder ce qui s'est dit hier ou ce qui s'est dit avant-hier, à plus forte raison il y a une semaine. En cas de recherche pointue, vous retrouverez de l'information et elle va venir pondérer votre présence en ligne et vous irez effectivement faire des découvertes. Mais dans la réalité de l'usage quotidien, de votre consommation d'informations, on est dans le temps réel et très souvent on est un petit peu emporté par ce flux d'informations qu'on a du mal à contrôler. J'explique souvent à mes clients que le flux d'informations auquel on est confronté, prenez par exemple Twitter, c'est un peu comme une sorte de torrent d'informations, une rivière. Vous ne pouvez pas l'embrasser, vous pouvez juste mettre les pieds dans l'eau et à la rigueur vous penchez et puis avec la main, mettre la main dans l'eau et puis prendre une petite gorgée. Et vous n'arriverez évidemment pas facilement à embrasser tout ce qui se dit dans votre écosystème. Pour ça, évidemment, je ne vais pas me lancer dans la parenthèse sur les outils, mais c'est là que les outils jouent un rôle, notamment ceux présentés par Cindy à l'instant, je vous incite à creuser comme autant de solutions justement de ce qu'on appelle la veille réputationnelle. Alors, quand on parle aussi d'influence, on parle très souvent de e-réputation. Je ferai un très rapide distinguo, ça peut faire en soi l'objet d'un webinaire indépendant, donc c'est important de poser rapidement des petites bases. Bon, la e-réputation, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a celle que l'on subit et il y a celle que l'on construit. La réputation subie, c'est ce qui se dit de moi quand je ne suis pas là, notamment. Et en tout cas, c'est ce que je ne contrôle pas, qui peut être vaguement falsifié et de mauvaise foi aussi, si ce sont des concurrents désagréables qui parlent de moi, ou si ce sont des clients mécontents. Mais ce sont aussi des bribes d'informations qui manquent de cohérence, que je n'ai pas eu la possibilité de réorganiser. Donc c'est aussi le regard que les autres posent sur moi en tombant sur la mauvaise photo, le mauvais commentaire, et c'est très difficile de reconstruire ce moi. Hein. On retrouve ce que disait Montaigne sur la complexité du moi, à savoir que nous avons plusieurs moi. Nous avons le moi mondain, le moi amical, le moi intime. Finalement, sur la toile, c'est la même chose avec l'effet d'amplification. Mes différentes personnalités, mes différents profils sont très difficiles à recoller comme un puzzle. Ce qui est la complexité, c'est la cohérence. Alors la cohérence, c'est ce que je vais tenter moi d'insuffler à mon profil en reprenant un petit peu la main sur ma communication et en remettant un petit peu de la cohérence dans tout ça. Et ça, c'est la réputation que je vais tenter de contrôler. Donc, on commence à voir émerger cette réalité et cet impératif fondamental qui est de reprendre la main sur soi, sur son image. Mais alors, comment est-ce qu'on reprend la main sur soi, sur son image, et comment,
sur la base de ce socle, est-ce qu'on peut concrètement devenir l'émetteur d'un message qui soit, ce qui fait l'objet du webinaire aujourd'hui, source d'influence. Alors, pour me situer, je disais tout à l'heure, je ne suis pas vraiment blogueur, moi je tente de pousser au travers de dispositifs en ligne une manière de poser son image et d'imposer sa marque dans les réseaux au travers de ce que j'appelle la légitimité intellectuelle. Ce n'est pas par une communication forcenée, mais par une quête de légitimité intellectuelle que l'on arrive à développer son influence. Alors, c'est ce qui m'amène à devoir définir la notion de leadership, justement de e-leadership. Alors là, on entre dans le vif du sujet, et néanmoins, j'ai fait en sorte de me contenter d'un slide sur lequel je vais essayer de ne pas dépasser 4-5 minutes, pour très rapidement tenter de brosser le portrait de ce, vous voyez, le personnage que j'ai choisi tout à fait au hasard en trouvant sur le web, c'est en l'occurrence un jeune homme qui a fait un pari qui est de se prendre en photo tous les jours pendant une année. C'est assez amusant, il y a une très belle galerie de portraits. Lui, c'est typiquement un influenceur d'ailleurs, dans son écosystème créatif. Mais surtout, je l'ai choisi parce que c'est pas un CEO, c'est pas un patron, c'est pas quelqu'un qui avait d'ailleurs forcément prémédité ce qu'il faisait. Lui, ce qu'il a tenté d'abord de promouvoir, c'est sa personnalité et c'est un personnage en quête d'authenticité. Alors, ça tombe bien parce que un des éléments du leadership d'aujourd'hui n'est pas la fascination d'antan pour un personnage inaccessible. Au contraire, par la toile, vous pouvez à un moment donné, d'ailleurs, alpaguer parfois un patron, un politique, le représentant d'une marque quelconque, il va peut-être vous répondre sur Twitter. En tout cas, s'il ne le fait pas, il risque peut-être de vous frustrer. Donc, les entreprises de plus en plus intègrent ce qu'on appelle d'ailleurs la responsiveness, c'est-à-dire que dans leur relation client, et notamment relation client en ligne, elles savent qu'il va falloir qu'elles prouvent qu'elles ne sont pas représentées par des robots, par des automatismes en ligne, et qu'il y a vraiment donc, ce qu'on appelle évidemment des community managers qui sont sincères, qui sont authentiques. Mais alors, l'authenticité, dit comme ça fait un peu bisounours. C'est un mot un peu slogan, employé à tort et à travers, et qu'il faut donc prendre avec des pincettes. C'est pas quelque chose donc, que l'on annonce, c'est pas quelque chose que l'on peut aussi scénariser par définition de l'authenticité, c'est notre capacité à être dans le répondant en temps réel, quoi, et à s'insérer dans cette dynamique des médias sociaux. Alors, je l'ai mis en premier point, parce que notamment dans l'authenticité, il y a l'imperfection. Ce que j'ai trouvé assez réussi il y a quelques années lors d'un bad buzz assez sérieux du côté, au moment du lancement du Kindle par Amazon, c'est le CEO de la boîte qui à un moment donné a pris la parole personnellement et a présenté ses excuses. Pourquoi? Parce que certains utilisateurs dont le Kindle était connecté au PC se sont réveillés un beau matin en regardant ce qu'ils avaient sur leur Kindle, et puis la sélection d'ouvrages qui étaient offerts avec le Kindle avait été en partie modifiée, et notamment certains livres avaient été effacés. Et c'était extrêmement désagréable parce qu'évidemment il y avait une sorte d'intrusion d'Amazon dans mon Kindle qui, après m'avoir vendu le Kindle et une sélection de livres, avait réagencé les livres, etc. C'était vraiment un bad buzz, c'était vraiment en plus la découverte de la notion même de bad buzz il y a 4-5 ans. Et ce que j'avais vraiment trouvé excellent, c'était la relative maladresse avec laquelle il s'était exprimé. C'est-à-dire que il avait lui-même arboré le code de la sincérité de n'importe quel être humain qui accepte de prendre la parole sans que ce soit trop orchestré, trop préparé. Et on a très vite oublié l'incident. Alors que pourtant, cette intrusion dans ma machine, cette intrusion du robot Amazon dans ma machine était extrêmement dérangeant et aurait pu avoir un impact vraiment très très négatif, en tout cas sur le produit, bien sûr, tel qu'il était vendu. Donc, accepter l'imperfection, vous voyez, là, on change totalement d'univers de pensée. Le grand président d'une entreprise peut accepter, peut s'exprimer comme vous et moi, et c'est ce qu'on observe de plus en plus, notamment outre-Atlantique, peut-être beaucoup moins en France, et qu'à mon avis, on va devoir apprendre. Et alors, on va devoir l'apprendre aussi parce que
quand on s'insère dans cette dynamique collaborative des réseaux sociaux, on doit aussi accepter d'être en relation de proximité avec ses clients, et les clients ne se contentent pas de nous donner un feedback, ils participent très souvent à la création du message, à la création des produits, à la création ce sont eux qui initient la relation. Donc cette interaction et ce dialogue deviennent dans beaucoup de cas de figure un véritable processus de co-création. Et dans ce rapport qui gagne à être sincère, on a découvert de façon souvent non préméditée les mécanismes de ce qu'on appelle aussi l'innovation ouverte, l'open innovation, laquelle n'est possible que si donc on accepte d'arborer les codes du 2.0 de ce dialogue en temps réel. Voilà. Alors, évidemment, tous ces sujets sont liés, c'est ce qui les rend d'ailleurs propices à la fascination. Je veux dire, moi personnellement, je ne m'en lasse pas parce que voyez, on peut commencer à parler d'influence, on repositionne sa manière de communiquer dans les réseaux, et puis de fil en aiguille, on arrive à une interaction qui elle-même est source d'innovation pour la marque. Voilà. Alors, je vous donnerai mon exemple en vous disant que la plateforme que nous développons, nous l'avons livrée en avril 2009 et nous avons continué à l'améliorer jusqu'à maintenant en interaction constante avec nos internautes. Et ma manière de communiquer a toujours été de ne pas hésiter à rentrer dans l'autocritique de mon produit sur certains aspects que je voulais moi-même améliorer. Et je sollicitais les membres de mon réseau, et ce sont eux qui m'ont fait progresser. Donc, voilà, une forme d'authenticité et l'acceptation de l'imperfection. J'irai plus vite sur cet aspect-là, puisqu'il est évoqué dans le point précédent. Le leadership et donc les mécanismes d'influence qui le sous-tendent passe par, alors peut-être pas au départ, tout de suite, de façon spontanée, par la compréhension parfaite de tous les mécanismes du 2.0. Je veux dire, le power blogueur qui fait un peu fantasmer tout le monde et qui est une sorte de super geek qui maîtrise tous les outils. Bon, même lui, il sait qu'il va devoir investir beaucoup de temps là-dedans, et souvent, quand on veut avoir une présence très complète, très exhaustive dans les réseaux sociaux, on doit le faire en équipe. Donc, orchestrer le fameux dialogue 2.0. Alors, ce qui fait référence d'ailleurs à une notion qui a émergé dans l'univers anglo-saxon, qui est la social orchestration, qui est donc véritablement un terme consacré, fait référence à quelque chose de complexe, mais ce qui est très important de comprendre, et ça sera ma seule remarque sur ce point-là, c'est qu'il faut que les leaders d'opinion qui sont les ambassadeurs de la marque, sachent abandonner leur mode de réflexion, le mode de réflexion linéaire traditionnel, que ce soit le plus descendant, ou que ce soit dans la manière de dialoguer. C'est comme si vous pénétriez dans un espace mondain, vous rentrez dans un salon, comme ça, imaginez un pince-fesse avec d'autres décideurs, petite coupe de champagne, on discute, etc. Mais imaginez que vous entendez du bruit, la pièce d'à côté, et en fait, il y a encore d'autres personnes qui discutent sur des sujets connexes dans une pièce à côté, vous ne pouvez pas y être. Et en fait, imaginez qu'il y a comme ça 8, 10, 12 pièces en parallèle dans lesquelles vous devez apprendre à faire preuve d'ubiquité, comme on dit, pour vous assurer que dans tous ces petits salons, on dit des choses relativement cohérentes. Il va falloir développer un vrai talent pour l'orchestration. Alors, ça a aussi un impact sur l'organisation de votre entreprise. Que vous soyez une TPE de moins de 10 personnes ou une multinationale, il va falloir accepter que cette entreprise qui est la vôtre, qui se transforme et qui apprend à prendre position dans les médias sociaux, rentre dans une organisation, donc une infrastructure socio-technique qui est capable de s'auto-réguler, de s'auto-organiser, et ce qui change évidemment totalement de la verticalité. On rentre dans l'horizontalité, et on doit être en mesure de rentrer d'accepter cet état d'esprit qui est celui du lâcher-prise. C'est à un moment donné, vous devez donner les moyens à vos collaborateurs de réagir rapidement dans n'importe quelle conversation parce qu'ils sont eux-mêmes habités par le sujet, plutôt que leur dire attention, en cas de problème, reviens vers nous.
J'ai un cas très typique qui arrive à beaucoup de gens qui sont dans mon, enfin, souvent présenté à des gens comme moi, que moi j'ai encore vécu très récemment, c'est celui d'un client qui me dit voilà, on est très embêté parce que donc nous sommes éditeurs d'une solution complexe de gestion de projets architecturaux, nous avons un logiciel, etc., etc. On a très peu de concurrents, mais bon, un des observateurs du marché qui connaît très bien l'écosystème a fait un billet de blog. Et dans ce billet de blog, il dévalorise notre marque, et il dévalorise notre positionnement, il explique qu'on est en perte de vitesse, et enfin, il fait un mal fou, parce qu'en fait, dès qu'on tape le nom de notre société, c'est ce qui remonte en premier. Ah, il y a un problème. Et là, je leur dis, mais alors, ça arrive depuis quand est-ce que c'est arrivé? Un de nos ingénieurs bon, avait été interviewé un petit peu malgré lui, il a eu un échange avec ce personnage, il est cité dans le billet de blog, et c'est remonté à nous récemment, on ne sait pas trop quoi faire, et faut absolument qu'on arrive à enterrer ça. D'accord, mais quand est-ce que c'est arrivé? En fait, ils m'ont avoué que c'était arrivé 8 mois plus tôt. Et pendant 8 mois, cette boîte s'est dit, on va éviter de répondre parce que ça va peut-être disparaître tout seul, et puis en plus, on ne veut pas nourrir la bête. Si jamais on commence à répondre à ce fameux analyste, on va peut-être se ridiculiser, ou pas avoir la bonne réponse, avoir l'air de se justifier, on va prendre le choix de l'union. Voilà, typiquement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Les personnes qui dans l'entreprise se sentent prises à partie parce qu'elles sont totalement concernées par l'article, à un moment donné, il faut peut-être les laisser répondre d'elles-mêmes parce que c'est un sujet qui les concerne. Donc, on voit bien qu'on doit repenser l'organisation et prendre des risques, accepter le lâcher-prise à cet égard, plutôt que geler le dialogue en se disant je suis sur le piédestal de ma légitimité en tant que marque, je dois éviter de me mêler à cette effervescence-là d'internautes en colère qui peuvent dire du mal de moi, etc. Donc, erreur, il faut les adresser un par un. Et je vous donnerai un autre exemple extrêmement puissant, c'est celui de, pour le coup, je peux citer la marque, c'est un de mes clients qui est la société Noroto, qui a commencé à communiquer à 21h dimanche soir, lorsque l'équipe de France a joué pour la première fois, au travers d'une pub disant maintenant on vous promet de vous changer vos pneus en vraiment moins d'une heure, c'est-à-dire service compris, etc. On change les pneus très vite. Voilà. Et ça, c'est une promesse client. Vous allez me dire, bon, c'est banal, ok, vous avez fait une pub à la télé, ça. En fait, c'est passé par quelque chose de plus complexe. Noroto était sponsor de plusieurs courses de Formule 1 et se faisait chambrer dans Twitter et les réseaux sociaux parce que il disait, bah voilà, vous arrivez à changer les pneus en moins de 10 secondes, parfois 4 secondes, mais moi, j'ai laissé ma voiture toute une journée chez vous, je suis en colère. Et en fait, je vais vous dire ce qui s'est passé de très très intéressant, c'est que ce qui a amené à cette pub qui a été diffusée à la télé, c'est le fait d'impliquer les collaborateurs en les challengeant, en leur montrant ce qui se disait dans les médias sociaux, et en les consultant, et en leur disant, voilà, est-ce que vous pensez qu'on peut totalement changer notre organisation pour répondre à cette ironie, à ces sollicitations qu'on reçoit dans les réseaux. Et les employés ont été autorisés aussi à répondre et à s'engager dans cette nouvelle promesse. Ce qui fait que Noroto l'a tenu et a annoncé quelque chose qui, pour le coup, est un petit peu révolutionnaire pour eux et pas forcément facile à tenir, parce que c'est vraiment une organisation très profonde, une réorganisation très profonde des processus. Et c'est surtout la capacité à assumer une nouvelle promesse client. Alors, vous voyez ce qui s'est passé d'extraordinaire, c'est que maintenant, certains employés qui, à la base, étaient plutôt à travailler dans les garages et qui n'étaient pas forcément en ligne, se sont intéressés à ce qui se passait en ligne et ont participé à la refondation de la promesse client. Et donc ça, c'est un cas, si vous le regardez bien et si vous faites un petit peu vos recherches, il est récent, mais je pense qu'on va de plus en plus en parler dans les médias sociaux, c'est un cas extrêmement puissant de redesign organisationnel basé sur l'interaction avec les médias sociaux. Et qui sont les leaders? Il n'y a pas de leader qui émerge véritablement, il y a plusieurs ambassadeurs qui ont chacun localement, donc dans leur environnement, dans leur petit écosystème, voilà, à l'échelle de leur écologie perso, ils ont pris les choses en main. Donc ça, c'est, je trouve, vraiment un bel exemple d'entreprise qui a pu se réinventer comme ça. Et donc, on voit émerger donc, cette notion de décorrélation entre le leadership et la hiérarchie, parce que, vous l'aurez compris,
je le disais tout à l'heure, donc le CEO de General Electric est le meilleur exemple. Lui-même lit le blog d'un de ses employés qui en fait se révèle être plus suivi que le CEO lui-même. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Et donc c'est bien un flux from bottom, donc qui vient d'en bas et qui permet à la marque sur un écosystème très précis, dans un environnement technologique très précis, mais de gagner des galons de légitimité. Voilà. Alors, très clairement, les médias sociaux ne sont pas un effet de mode, ils vont rester, ils sont là, et donc il va falloir à un moment donné qu'on accepte l'impact des médias sociaux pour affiner nos méthodes de gouvernance et notamment développer une nouvelle culture du leadership. Un leadership qui est basé sur la capacité de tous les collaborateurs d'embrasser ces nouvelles réalités, de répondre même à vos clients et d'être en mesure de rentrer dans un processus de co-création, que ce soit donc sur le thème de la relation client, comme cet ingénieur de General Electric qui n'hésite pas à interagir avec son écosystème différemment. Alors, merci Frédéric. Alors voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Donc en fait, la première clé d'une communication d'influence, c'est de faire intervenir plusieurs parties finalement. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui. D'accord. Alors je vais vous inviter à aller un tout petit peu plus vite parce qu'on est déjà à une demi-heure. Je sais que vous adorez le sujet, mais il faut continuer la présentation. Ça marche, pas de problème. Alors, maintenant, pour bien comprendre la démarche dans son ensemble, je vais un petit peu plus parler de ce que je fais. Ce que vous voyez là, c'est une photo de mon plateau télé. J'ai un plateau télé qui complète le dispositif complet que je propose, donc le dispositif d'ensemble que je propose à mes clients, et je leur dis, voilà, il va falloir donc accepter pour développer votre leadership, celui de vos collaborateurs, de vous mouiller un petit peu. Donc là, c'est d'abord en soi, c'est presque une métaphore filée de la prise de risque liée à toute prise de parole dans les médias sociaux. C'est-à-dire que les parties prenantes sont déjà autour d'une table ronde. On a voulu assumer cette métaphore qui me semblait intéressante parce que tout le monde est à équidistance de la table ronde et c'est la parfaite incarnation de ce qui se passe dans les médias sociaux. On est tous à égalité. Et surtout, on est dans la lumière. On est dans l'improvisation. Ce qu'on organise, ce sont des plateaux télé dans lesquels, même si évidemment le visitorat ne fait pas une analyse consciente de ce qui se passe, mais on est tous parfaitement imprégnés par la spontanéité du format. Donc ce ne sont pas des vidéos institutionnelles, calculées, scénarisées, ce sont des gens qui interagissent ensemble. Et ce qu'on a découvert au fil de l'eau, c'est que c'était aussi l'incarnation véritablement d'un cycle de vente. Je vais vous expliquer pourquoi c'est fondamental dans ce contexte, dans le contexte de cette présentation. Le cycle de vente classique, c'est quoi? C'est un vendeur qui est confronté à un processus de prospection, de décision qui est linéaire. Et vous voyez, là, j'ai vaguement symbolisé sur ce slide le type d'interlocuteur qu'on doit à un moment donné convaincre. Alors, quand l'économie est haute, parfois il suffit de convaincre juste l'acheteur qui est content, qui a le budget, qui va vite. Mais plus l'économie est tendue, et plus il faut valider économiquement le moindre investissement. Et en fait, on va dans l'entreprise essayer de se rassurer en consultant un max de monde. Donc, vous n'avez pas qu'un acheteur ou un marketeur si vous vendez pour le marketing ou un acheteur si ce sont des produits techniques, etc. Vous avez en fait aussi des usagers, des experts techniques, vous avez parfois des contraintes juridiques, etc. qui se posent. Et mon point, c'est de dire que on est actuellement rentré dans un monde où la vie de toutes ces personnes, non seulement compte, comme d'habitude, bien sûr, mais il est visible. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais d'un expert, d'un analyste qui avait fait un article très négatif sur une marque, et cette marque était vraiment gênée parce que cet article remontait plus haut dans les moteurs de recherche. Et vous voyez, ça n'était jamais qu'un expert qui n'a fait qu'émettre un avis, et pourtant cet avis s'est révélé avoir un impact sur la valorisation de la marque. Gros problème. Donc, tout ce beau monde, il va falloir un peu les mettre d'accord. Et on voit bien que le lien, là maintenant, très fort entre une tactique de relations presse et un cycle de vente, c'est ce qu'on doit comprendre en priorité avant de se lancer dans une campagne de développement de sa présence en ligne, de son leadership, de son influence, appelez ça comme vous voulez. Et il va falloir comprendre que les deux sont étroitement liés. Parce qu'une communication descendante visant à expliquer ce qui se passe dans mon écosystème, mes innovations, apporter un peu d'expertise, etc., à un moment donné,
ça va avoir un impact direct sur ceux qui ont un avis sur vous, sur vos produits, qui les achètent et puis qui les recommandent ou pas. Donc il faudra intégrer ça. Alors, idéalement, il faudrait, je reprends donc mon cycle de vente et j'imagine, parce que voilà, moi ça fait partie des choses que je fais, c'est un élément de mon dispositif, je vais déployer des trésors de conviction et de séduction pour m'assurer que tous ces gens qui laissent des traces sur la toile autour d'un produit, de son positionnement, des innovations d'une marque, que tous ces gens-là, si je me débrouille bien, il faudrait que j'arrive à les réunir au même endroit. Donc, je n'ai pas toujours la possibilité d'être le sponsor premium d'un gros événement business dans lequel je vais réunir du monde parce que mon événement est génial et qu'il est tellement bien vendu que tout le monde sera là. De toute façon, ça sera juste un élément du dispositif. Mon problème, il est plutôt là sur les traces que je laisse donc, dans les médias sociaux. Et pour ça, il faut que j'arrive à orchestrer cette fameuse conversation. Je parlais tout à l'heure d'orchestration. C'est très compliqué. Alors, on peut le faire évidemment sans vidéo. Hein. Moi, je vous présente là, dans cette photo, une schématisation d'une approche très particulière qui est la mienne. Mais il faut dire quand même que c'est très difficile de faire bouger vos interlocuteurs et de les amener dans votre environnement. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est la notion de blogueur invité. Certaines marques invitent des blogueurs à parler dans leur environnement et poster des articles sur leur propre site, des articles qui peuvent être aussi bien des billets d'humeur que des analyses, etc. C'est un moyen de les séduire indirectement. Mieux encore, évidemment, mes community managers qualifiés vont aller dialoguer avec eux dans leur propre environnement, sur leurs propres articles, etc. Ça prend du temps, c'est complexe. Donc, dans notre approche, l'idée va consister à générer ce qu'on appelle du brand content, du contenu de marque, et si possible le faire collaborativement. Donc on essaye de pousser cette notion de brand content collaboratif. C'est-à-dire que le brand content, c'est bien quand on fait une interaction avec sa cible, c'est encore mieux quand on accepte en tant que marque d'arriver en slip, si vous permettez l'expression, sur le sujet, ne pas avoir l'air de vouloir tout apprendre aux autres, et dire, eh ben voilà, moi, je ne suis pas totalement sûr de moi, j'ai besoin de vous pour affiner ma connaissance. J'ai eu pas plus tard qu'hier quelqu'un de Hewlett-Packard, France, qui me disait, je suis sorti de l'entreprise, je me suis aperçu quand même que tout ce qu'on disait à l'intérieur de nos murs, et même sur notre blog, et même dans l'environnement de Cloud Experience, qui est le site qu'on pousse en ce moment, etc., je me suis aperçu, en allant un petit peu écouter les autres, que je pouvais être déstabilisé malgré mes 10 ans d'expérience. C'est-à-dire, je suis un petit peu sorti de mon cocon de pensée, des certitudes qui sont celles de l'entreprise, et je me suis laissé déstabiliser, et en fait, c'était bien. Cette interaction m'a mis en situation de légitimité par rapport à des interlocuteurs. Et donc, voilà, c'est effectivement ça, le cycle de vente 2.0. C'est-à-dire que tout en faisant des RP, tout en faisant de la communication, tout en ayant pour objectif de générer du contenu, tout en ayant l'obsession d'orchestrer une conversation sociale dans laquelle j'ai donné les moyens à mes collaborateurs de prendre eux aussi la parole, et tout en essayant d'actionner des leviers de séduction permettant à mes interlocuteurs de faire le déplacement. Alors, dans mon cas, les faire venir sur un plateau télé, vous pouvez les inviter sur une péniche pour faire un petit déjeuner particulièrement sympathique un matin, et puis vous mettez dans un coin une caméra, et vous n'êtes pas obligé d'avoir des dispositifs de caméra très compliqués, vous laissez une trace et vous la rendez un petit peu drôle, vous confiez ça à des collaborateurs que ça amuse, qui font ça bien, etc. etc. Mais l'idée, c'est à un moment donné de provoquer la rencontre, impliquer votre écosystème, impliquer vos collaborateurs, leur donner les moyens, etc. Donc je passe très rapidement, nous, sur ce que nous faisons. Le média 2.0, c'est un parfait alibi, parce qu'effectivement, on réunit des gens autour d'une table, dans notre cas la vidéo, mais j'insiste, un blog bien pensé peut faire le boulot. Et surtout parce que, alors, gros intérêt quand même, pardonnez-moi d'enfoncer cette porte, les livrables d'un média 2.0 sont des leviers business quantifiables. Ça, vraiment, gardez-le à l'esprit. Gardez-le d'autant plus à l'esprit que les éléments de mesure ne sont pas tous évidents. Il faut se doter quand même d'un minimum d'outillage, parce que d'abord, l'offre du marché n'est pas si vaste qu'on le pense. Chaque outil pris isolément a d'excellents outils de mesure. C'est normal que chaque éditeur ait pensé à développer ce qu'on appelle des métriques. Mais ce qui est très complexe, c'est d'arriver à les packager ensemble et à trouver l'outil qui va vous permettre d'agréger cette information. Je passe là-dessus, mais notez-le bien pour ceux qui seraient en train de réfléchir à développer une stratégie influence et une présence en ligne plus pointue, plus élaborée. Ce qui est fondamental, c'est d'agréger ces informations, et c'est réellement complexe. Donc finalement, au travers de ça, on aura fait un travail de rafraîchissement des mécanismes de bouche à oreille,
c'est pour ça que je tenais à souligner que le mécanisme du buzz, le bad buzz, etc., on en parlait il y a quelques années. Aujourd'hui, ce n'est pas par la flatterie visuelle ou les arguments attractifs ou les grands coups de poing sur la table ou la théâtralité de la communication qu'on va seulement buzzer. On va le faire, on fait de la pub, tous, on réfléchit à des choses qui soient attractives, mais en fait, on va rechercher ce que j'appelais au début, qui est mon expression préférée en fin de compte, une situation de légitimité intellectuelle. Pourquoi est-ce que c'est fondamental de rentrer dans une logique de légitimité intellectuelle? Parce que c'est comme ça qu'on se rappellera de votre marque. C'est comme ça qu'elle va éviter de tomber dans le piège du low cost. Je veux dire, même quand on s'appelle Nike ou Coca-Cola, à un moment donné, on prend la parole sur des thèmes qui sont pointus, fédérateurs. On n'a juste pas le choix. On doit à un moment donné mettre en avant une expertise qui n'est pas forcément immédiatement corrélée avec le produit, mais qui est le socle de légitimité intellectuelle des collaborateurs et de l'organisation qui sous-tend toute l'offre. Donc, dans notre concept, ce qu'on va favoriser aussi, c'est la dimension informelle du networking. Et je conclurai là-dessus avant les questions-réponses, en vous disant que ce qui est vraiment le cœur d'une stratégie d'influence, c'est qu'elle ne cherche pas à se suffire à elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne rentre pas dans une logique d'écosystème replié sur soi, ce qu'ont très souvent tendance à faire les marques, mais qu'elle soit en permanence tendue vers un objectif stimulant et structurant pour la cible, qui est une date, qui est une finalité. C'est-à-dire, je provoque notamment la conversation qui est, pourquoi pas, autour d'une table ronde, un talk show, une rencontre, un séminaire, etc. Ce qui est intéressant dans cette manière de communiquer, c'est que vous avez scénarisé votre prise de parole, elle commence dans le virtuel, mais elle se termine dans le réel. Ça, c'est absolument fondamental, et je peux même avoir l'air d'enfoncer une porte ouverte en disant ça, c'est pourtant trop rare. Voilà. Donc, je vous propose de terminer là-dessus, puis peut-être de passer la main à Cindy. Merci Frédéric. Alors, je pense qu'on a bien compris donc qu'il fallait partager avec un maximum de parties prenantes les informations, d'engager les débats, finalement d'avoir une authenticité dans les paroles et dans sa communication pour que ce soit crédible. Maintenant, ce qu'on me demande, c'est concrètement comment on fait une fois qu'on a fait ce contenu, une fois qu'on a fait ces débats, qu'on a réussi les gens, comment on diffuse. Est-ce qu'on a des outils? Comment on fait pour se faire voir? Parce que apparemment faire du contenu c'est une chose, mais le diffuser, le faire voir, c'est une autre. Alors, ce qui est vraiment intéressant quand on le fait bien, c'est qu'il y a une sorte de logique immanente à la création du produit, qui est son autorégulation et son autodiffusion. Je m'explique. Quand j'amorce un échange, et si je me concentre bien sur cette dimension d'authenticité, je vais, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que je n'ai pas peur de prendre la parole, quitte à la prendre un petit peu mal, ou à prendre le risque de ne pas être tout à fait parfait. Et en gros, si je joue bien le jeu du temps réel et qu'au moment où ma cible est stimulée par un article, une news, une info, etc., je prends la parole, que je me mouille un petit peu, j'ai beaucoup plus de chances, en fait, j'optimise mes chances de créer une interaction si forte que le simple fait de prendre la parole est en soi le premier levier de diffusion. Donc on n'a pas le choix, il faut prendre des risques. Et il faut être limite provoque. Exactement, et il faut surtout accepter la dynamique du temps réel. C'est extrêmement compliqué à une marque, c'est pour ça que j'ai voulu vous donner cet exemple un peu caricatural au début, de cette marque qui m'a consulté récemment et qui me dit, voilà, en fin de compte, m'avoue en fin de rendez-vous, ça fait 8 mois que l'article de blog a été diffusé. Énorme erreur, énorme erreur. Si on le fait en temps réel, c'est vrai, on n'est pas à l'abri de dire une connerie, mais ce qui est intéressant dans l'acceptation, dans le lâcher-prise, c'est que dire une connerie, ou laisser quelqu'un d'autre dire une connerie, c'est aussi en soi, je dirais, d'abord une preuve d'humanité, de simplicité, qui plaît finalement, même dans les écosystèmes business, même dans les écosystèmes les plus feutrés, on a l'habitude que les gens réfléchissent à tout ce qu'ils disent, etc. Mais surtout, on peut la rectifier encore. On a le droit, en avançant, de rectifier, de préciser, de documenter et de le faire au fil de l'eau. Ce qui est malheureusement dramatique, c'est de le faire trop tard. C'est-à-dire qu'il vaut mieux une communication imparfaite mais réactive
qu'une communication très très bien pensée, trop bien pensée et qui arrive trop tard. Oui, alors j'ai des questions vraiment très concrètes de plusieurs personnes. Et quels sont les outils qu'on utilise? Donc on se met sur les réseaux sociaux, si le contenu parlera de lui-même et fera le buzz, toute proportion gardée, selon le secteur sur lequel on est. Mais vous utilisez quoi comme outil justement? Est-ce que concrètement vous utilisez des outils pour voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Enfin, comment vous faites? Moi j'ai un positionnement très particulier. Je vais vous expliquer ma philosophie là-dessus. Voilà, en rendez-vous, je dis à mes propres clients, d'accord, je leur dis, imaginez les médias sociaux, ce sont je veux dire, les médias sociaux mainstream, hein, les LinkedIn, les Facebook, les Twitter, etc. C'est visualisez-le comme une autoroute. Vous êtes obligé de l'emprunter. Donc, déjà, j'enfonce une porte ouverte, mais ça, vous ne pourrez absolument pas en faire l'économie. Maintenant, pour vous faire comprendre mon idée, imaginez que votre entreprise, ça soit un petit village. Donc la plupart des gens, ils sont sur l'autoroute. Ils sont sur cette grosse autoroute de l'information. Et votre objectif ne doit pas être de les polluer sur l'autoroute. D'abord, sur l'autoroute, ils roulent trop vite, ils n'ont pas le temps. Et ils sont souvent sur l'autoroute pour aller d'un point A à un point B. Et alpaguer leur attention n'est pas chose aisée. Et pourtant il faudra leur donner envie de quitter cette autoroute et d'emprunter des chemins de traverse et de vous rejoindre dans votre village. C'est-à-dire que, en d'autres termes, la marque doit se concentrer sur la nécessité de devenir un média. Si votre marque, c'est une marque de fabricant de bâches plastiques au fin fond du Loir-et-Cher, je sais, c'est pas forcément très facile. Un jour, quelqu'un m'a confronté à cet exemple. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? J'ai dit, je vous racontais l'histoire d'un type qui a une voiture de collection et qui a mis une de vos bâches plastiques sur sa voiture et qui l'a protégé d'une tempête. Et c'était une histoire simple et à deux balles. Enfin, si la voiture est belle, ben, vous voyez, ça mettra la toile plastique, la bâche plastique en situation de légitimité comme produit. Et c'est, comment dire, très simple ce que je vais dire, mais il faut avoir une histoire à raconter. On appelle ça le storytelling. Il faut avoir une histoire à raconter. Quelle est la différence entre une bonne histoire et une mauvaise histoire? Prenez par exemple le scénario de film. Quand dans un film il y a une histoire d'amour, depuis la nuit des temps, c'est toujours la même histoire, c'est ils se rencontrèrent et puis ils vécurent toutes sortes de péripéties et d'obstacles, et puis à la fin le couple se retrouve et c'est le happy end. Mais quelle est la différence entre cette histoire qui est le cœur du scénario de tous les films où il y a une rencontre et la différence avec une mauvaise communication? Une mauvaise communication, c'est comme si vous disiez, ils se rencontrèrent, ils se marièrent, ils eurent des enfants. Ben, je vais vous dire la différence entre une bonne histoire et une mauvaise histoire qui ne vous raconte aucune péripétie, ça s'appelle la propagande. Quand vous allez directement du produit à sa solution présentée comme c'est génial, certes c'est de la pub, ça peut être très très bien pensé une pub, mais le problème c'est que dans l'esprit et eu égard à l'usage que l'on fait de notre environnement web, c'est perçu comme une propagande. Et votre public sera toujours beaucoup plus sensible à une histoire qui intègre des imperfections, voilà, qui intègre un cheminement intellectuel, parce que ce que l'on attend en tant qu'utilisateur du web, ce sont des détails qui nous permettent d'apprendre, qui nous permettent de grandir, et qui nous permettent surtout d'interagir avec de l'humain. Donc, raconter une histoire, c'est de se donner d'autant plus de chance dans le même processus de la communication, de communication de cette histoire, pardon, et de prise de position donc dans un écosystème 2.0, c'est se donner d'autant plus de chances qu'elle s'auto-diffuse, parce qu'elle est vraie, pas parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle est vraie, parce qu'il y aura toujours quelqu'un dans votre environnement qui s'intéressera à cette histoire parce qu'elle est vraie, et parce qu'il s'intéresse à votre marque. Donc, ne jamais faire l'économie de ces détails. Alors, à vous entendre, il vaut mieux faire un bad buzz que pas de buzz du tout. Pas un bad buzz, non, justement. Ce qui fait le bad buzz, c'est une communication qui manque de sincérité et qui est, à un moment donné, prise en faute par un internaute qui va dire bah, il est super, votre cadenas, par exemple, vous le présentez comme le plus génial, et moi j'ai réussi à le casser en mettant une petite cuillère à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous rappelez une histoire, il y a quelques années. Le problème d'une communication trop lisse, c'est que elle ne prend pas en compte le fait que les internautes, dans leur ensemble, sont générateurs d'une forme d'intelligence collective, donc il émerge quelques têtes comme ça, qui sont plus malins que les autres,
et qui à un moment donné trouve des aspérités, des anfractuosités, des petits défauts. Donc si votre communication est trop lisse, de toute façon, elle finira à un moment donné, enfin, elle s'expose au risque que ça se retourne contre elle-même. Donc si, quand vous rentrez dans l'endémie des médias sociaux et que vous instaurez un dialogue avec vos cibles, de toute façon, généralement, quand vous allez instaurer un dialogue, c'est pas forcément en partant d'un commentaire sympathique. Regardez l'exemple de Noroto. Noroto s'est dit, bon, on peut pas ignorer tous ces commentaires un peu ironiques qu'il y a sur Twitter, il va bien falloir qu'on réponde. Mais la réponse ne peut pas être une réponse marketing et lisse. Cher client, nous allons faire mieux la prochaine fois, etc. Peu importe. Bon, ça c'est un peu le minimum syndical, quoi. Ça s'appelle une bienséance. Bon. La vraie réponse, c'est une nouvelle promesse client. Et pour faire une nouvelle promesse client, il faut être en mesure de la tenir et donc d'impliquer tous ses collaborateurs. Vraiment, j'insiste sur cet exemple qui est vraiment très très bon et qui est très 2014, quoi, qui est vraiment là dans l'air du temps et qui est, voilà, je pense, le meilleur exemple que j'ai sous la main cette année, qui est celui d'une marque qui ne s'est pas contentée de communiquer, mais qui a bien intégré dans l'ADN de sa communication cette histoire qui est au départ, on m'envoie des petites piques ironiques. Donc c'est pas un bad buzz, hein, c'est des petites piques, c'était pas non plus trop agressif, mais bon voilà, quand quelqu'un donc j'ai marqué, bon, et puis il retrouve sa voiture 6 heures plus tard, il est en colère, donc forcément il fait un petit commentaire sur Twitter, ça laisse des traces. Donc l'ignorer vous amène à la catastrophe, c'est-à-dire de voir ces messages-là s'accumuler, alors que le prendre en compte, vous voyez que c'est pas juste un marketeur qui dit je vais répondre de manière élégante et astucieuse à ce problème-là. En fait, c'est un responsable communication interne, hein, je dis bien interne, qui recrute un community manager interne et qui va d'abord challenger les collaborateurs en disant qu'est-ce que vous en pensez, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc j'ai justement une question, Margherita, qui nous dit mieux vaut-il inventer une histoire ou partir d'une histoire vraie mais en prenant le risque qu'elle soit trop lisse. En fait la réponse c'est qu'il faut trouver une histoire vraie qui ne soit pas lisse. Rester dans l'authenticité. Et ça passe par demander l'avis de ses collaborateurs, de différentes parties prenantes, des différents services. Ça passe par le partage. Oui, alors pourquoi c'est d'ailleurs fondamental de demander l'avis des collaborateurs? Parce que il y a des mécanismes psychologiques de la sollicitation qui sont mieux analysés par d'autres. Je vous renvoie aux travaux d'un certain Ericsson. Ça n'a rien à voir avec la marque Ericsson ou Sony Ericsson. Ericsson, c'est un gars qui a travaillé notamment en univers hospitalier, mais ses théories ont été reprises en marketing sur la notion de nudge. Le nudge est une notion qui fonctionne plutôt bien outre-Atlantique. C'est la notion, en fait, en bon français, de sollicitation paradoxale. C'est-à-dire que si vous imposez à l'interne comme à l'externe, hein, vous dites, bon, vous savez quoi, on est un peu dans la merde, il y a 2-3 bêtises qui ont été dites sur nous, faut qu'on contre, allez, balancez-moi des messages pour compenser quoi, par un effort de communication. Vous savez quoi, ça c'est classique. C'est-à-dire que je peux avoir l'air de dire une évidence ou de faire référence à comme ça à peu de marques qui feraient cette bêtise-là, mais figurez-vous que c'est un réflexe humain, on a tous le réflexe de se défendre, on se défend quand on est attaqué. Alors que l'étape qui nous est imposée par cet effet de massification de la communication interactive par les médias sociaux, etc., l'étape importante, c'est celle qui va consister à consulter nos collaborateurs pour s'assurer qu'ils s'approprient le challenge, ils s'approprient la complexité de la situation et que, de fait, ils racontent avec vous une histoire parce qu'ils s'engagent dans cette histoire et ne pourront pas la contredire après. Le pire ennemi des organisations, ne l'oublions pas, hein, ce sont très souvent alors, dans les cas extrêmes, ce qu'on appelle des whistleblowers dans les entreprises qui vont dire des choses désagréables sur ce que l'entreprise n'aurait pas dû faire. Bon, ça c'est un cas extrême, j'avoue. Mais c'est aussi tout simplement des collaborateurs qui font des bourdes parce qu'on n'a pas pris le temps de les acclimater à cet enjeu de communication et notamment ce qui se passe en interaction sur le web. Et quand on prend le temps de les consulter, il se passe quelque chose. Alors dans l'exemple de Noroto, ça a pris plus de 6 mois. C'est-à-dire le fait d'expliquer aux collaborateurs, parce que beaucoup ne savaient même pas ce qui se passait sur Twitter, hein, notamment dans le garage, le fait justement de les imprégner de ce qui se passait pour être sûr de les engager et qu'ils comprennent ce qui se passait, eh ben, ça a pris un temps fou en interne et un gros effort de communication en interne. Alors, évidemment, donc il faut savoir laisser de côté le temps réel parfois. Voilà, alors, évidemment, là, comment dire, il y a eu une culture du community management qui était quand même existante, qui était le socle de cette démarche. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise en compte
de la grogne des clients et une relation client qui a évolué en mode justement 2.0 de par ces sollicitations qui se passaient notamment sur Twitter ou sur Facebook. Mais c'est vrai que cette marque a notamment reconnu qu'elle était un peu paralysée dans sa communication parce qu'elle ne savait pas comment réagir et rassurer ses clients. Et donc, c'est vrai que parfois, et Cindy a raison de le dire, quand on n'a pas la réponse, il va falloir qu'on prenne le temps de la mitonner, mais il va falloir qu'on prenne le temps de la mitonner en collaboration avec tout le reste de l'entreprise. Parce que sinon, ce n'est qu'une réponse. Ce n'est qu'une réponse purement abstraite, intellectuelle. J'en veux d'ailleurs pour preuve, et là je vais peut-être vous faire rire, mais il y a 10 ans, Noroto avait déjà fait cette promesse. Avait dit, on va être capable, en un temps record, de changer vos pneus. Il l'avait déjà fait, et ça n'avait pas marché. Donc ce qui est très intéressant en fait dans cette démarche-là, c'est qu'ils sont passés du décret, du diktat interne, en disant maintenant on va y arriver, et qui n'a pas engagé les collaborateurs, qui a été un relatif échec qu'ils ont eux-mêmes admis, compris et intégré dans leur histoire, et tout en reconnaissant dans leur communication one to many, avec aussi les internautes, en reconnaissant qu'il avait fait dans le passé mais que c'était dur à tenir, ils se sont dit là, on réessaye, parce que bon, la technologie le permet, mais aussi l'engagement des collaborateurs qui y croient. Et parce qu'après tout, nous, Noroto, on sponsorise des écuries de Formule 1, alors vous savez quoi, on va y arriver maintenant. Vous voyez, c'est intéressant. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième, ça a plus de chance. Et enfin, j'ai une dernière question, mais malheureusement, on va devoir arrêter le webinaire ici. Donc, j'ai une question de Laurence qui nous dit, donc, concrètement, dans le B2B, vous qui êtes habitué du B2B, donc à part Facebook et Twitter qui sont des autoroutes très utilisées, quels outils complémentaires vous prescrivez? Alors d'abord, merci de me poser cette question. Parce que je crois que c'est là qu'il faut prendre le plus grand risque. Il faut se dire, je suis un petit village, il faut sortir d'autoroute pour venir me voir, mais à partir du moment où vous organisez Allô? Ah, ça y est, je vous entends. On vous a plus entendu là pendant. J'ai eu un petit problème de réseau. Donc je disais merci d'avoir posé cette question parce qu'il va falloir être très courageux. Et c'est là, j'avoue, qu'il y a encore très peu de marques qui ont le courage de s'investir dans ce qui va être mon dernier conseil, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se donner les moyens, quitte à ce que ça soit un processus de plusieurs mois, de devenir soi-même un média. Alors devenir un média, ça implique d'accepter une partie de la dépendance qui existe aux grands médias sociaux, les Facebook, les LinkedIn, etc. Vous allez vous créer une page entreprise, mais faites-le en connaissance d'une finalité structurante qui est absolument clé. C'est que vous allez construire votre raisonnement de communication en ayant toujours en tête cet objectif qui est les faire venir chez vous. Chez vous. Très concrètement, voilà ce que je fais moi pour mes clients. Et parfois en B2B, c'est des boîtes comme TNS Softress ou Orange Business Services ou Cisco ou HP notamment. C'est un vrai pari, c'est compliqué et ça exige beaucoup de courage, mais par contre pas énormément de moyens, mais un engagement régulier. C'est de se dire, si je suis dans les médias sociaux dominants, c'est avec cet objectif sous-jacent qui est de donner envie aux gens de venir dans mon propre média social. Et donc, en tant qu'entreprise, il ne faut pas que vous ayez peur de vous doter d'outils qui sont intrinsèques à votre site web et qui sont notamment un petit réseau social interne à votre site. Dans les grands sites, vous avez beaucoup de bruit. Vous aurez évidemment peu de gens, notamment en B2B, sur votre site. Mais ceux qui font l'effort de venir, même si c'est juste une centaine, 200, 300, 500, ceux-là, vous ne regretterez pas d'établir un lien de communication très, très privilégié avec eux, parce que vous aurez un accès immédiat à cette cible-là. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour amener les gens chez soi, dans son environnement, dans son village, comme je disais? Eh bien, c'est par la qualité du contenu. Et le contenu est perçu comme qualitatif de la part des internautes aujourd'hui quand il implique et quand il engage sa cible. C'est-à-dire que vous n'allez pas simplement expliquer la vie à vos clients, bien que vous ayez une idée sur ce que vous souhaitez vendre, c'est normal, mais vous allez, à un moment donné, leur demander de vous aider à parler de votre sujet. Donc moi, par exemple, je suis éditeur de plateforme,
je crée des contenus avec des gens qui sont dans ma cible et je leur dis c'est quoi pour vous une bonne plateforme et j'en fais un contenu. Et je suis en full disclosure, c'est-à-dire je montre ce que les uns et les autres pensent de moi. Mais j'en fais l'objet d'une conversation. Vous savez quoi? C'est ce contenu qui est passionnant. Confère ce que je disais sur le storytelling. Je n'ai pas peur de mettre en scène tous les obstacles que je rencontre. C'est ce qui rend l'histoire intéressante et je l'espère propice à se terminer par un happy end qui ne fasse pas ressembler mon histoire à une simple propagande, à une interaction. Eh ben, merci beaucoup pour cette réponse. Donc, je vais résumer donc finalement en 3 points pour construire une communication d'influence. Donc, authenticité, partage avec les différentes parties prenantes et la dernière chose peut-être ce serait de pas forcément aller vers le temps réel, mais de construire sa communication et de devenir soi-même un leader d'opinion. Du moins laisser les collaborateurs l'être à leur tour, hein, justement, c'est-à-dire il faut casser les silos hiérarchiques. Juste Cindy, si je peux me permettre, nos amis internautes peuvent tout simplement aller sur mes sites pour preuve de tout ce que j'ai dit. Moi, en ayant très très peu de moyens, j'ai réussi à produire plus de 3850 vidéos depuis avril 2009. Et c'est du contenu très très discursif, très franc, très direct. Donc sur des sites comme HR Channel, comme Human Resource, hein, hrchannel.com, sur des thématiques de management, ou sur techtalk.tv, donc T-E-C-H-T-O-C, comme trouble obsessionnel compulsif, c'est une blague, donc parce qu'on fait des talk shows bien sûr, donc techtalk.tv, allez jeter un petit coup d'œil, vous verrez du débat, du vrai, et vous verrez aussi le niveau d'engagement qui est très intéressant, parce que beaucoup de commentaires, beaucoup de gens font le déplacement, et moi, dans mes modestes studios, sans m'appeler Cisco, Orange ou HP, qui sont des clients qui font des opérations indépendantes de ce que moi je fais pour moi, j'ai réussi à faire venir plus de 9000 intervenants qui ont fait le déplacement physiquement dans mes locaux. Alors vous voyez ça, si ce n'est pas de l'engagement, quelqu'un qui prend le métro ou qui prend le taxi, ça c'est une promesse très forte. Donc je vous incite à aller jeter un petit coup d'œil. C'est ma vitrine, hein, c'est la preuve de ce que je dis a priori. Eh bien écoutez, donc je vous invite tous à engager les débats, engager les discussions. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci Frédéric Basconiana d'être intervenu. Pour finir tout ça, je vais tout simplement lancer un petit sondage sur ce webinaire. Vous pourrez y répondre directement en live pour savoir un petit peu comment vous avez, si vous avez aimé ou pas. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Cindy ?